Antinidor, qui lui est déjà une voix qui compte. Alors on sait qu'il est romancier, qu'il est aussi novelliste, et puis on se souvient surtout de ce prix Pulitzer pour ce roman qui en français était titré Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Et j'imagine que la plupart d'entre vous ont lu ce roman, on se souvient de ces pages dans les remparts de Saint-Malo pendant cette Seconde Guerre mondiale. J'évoque ce titre parce que Anthony Doerr, dans la vidéo qu'il nous a laissée, rappelle également ce prix Pulitzer. Pourquoi dit-on, Francis Geffard, qu'Anthony Doerr est l'un des grands romanciers contemporains américains? Qu'est-ce qui justifie ce titre? Alors écoutez, moi, ça fait plus de 20 ans qu'il est publié dans La Maison, depuis la sortie de son premier livre, un recueil de nouvelles, Le nom des coquillages. J'ai toujours senti que cet auteur avait un truc à part. Je dirais que c'est vraiment... alors, je ne sais pas, à l'époque, on n'était peut-être pas aussi attentif aux zèbres, hein, aux enfants surdoués, mais en tous les cas, je pense qu'il appartient définitivement à cette catégorie-là. C'est quelqu'un qui voit le monde d'une façon qui n'est vraiment pas commune. Et c'est quelqu'un qui a une imagination, qui a un spectre qui ne sont pas communs. Et bien entendu, toute la lumière que nous pouvons voir lui a valu un succès phénoménal. Hein. Aux États-Unis seulement, je crois que c'est 6 millions d'exemplaires, plus 20 millions d'exemplaires dans le monde, plus une série qui est en cours de tournage cet été en France, à Villefranche-de-Rouergue et à Saint-Malo. Alors ça, bien entendu, ce sont des chiffres, mais les chiffres ne disent pas grand-chose. Ce qui dit quelque chose, c'est vraiment le regard et l'inspiration étonnante d'un auteur qui, en 20 ans et 5 livres, s'est effectivement érigé comme un des auteurs américains de premier plan, et qui, je dirais que Leila Motley et lui sont très différents, mais ils ont énormément de choses en commun. Ce rapport au monde, ce rapport à l'écriture. On parle souvent de roman-monde quand on parle de certains livres. Eh bien, le dernier livre d'Anthony Doerr, c'est un roman-monde avec un pluriel à monde. Roman-monde et roman-fleuve, hein, puisqu'on est sur près de 700 pages, mais ça se lit, c'est un véritable page-turner. On a tout de suite envie d'aller voir ce qui se passe après. 5 personnages que l'on va suivre sur 8 siècles. Je plante rapidement le décor. Nous sommes dans l'Empire byzantin. Il y a Anna qui est brodeuse, qui est une jeune couturière. Elle vit à Constantinople. Et puis en parallèle, il y a aussi l'armée ottomane qui cherche à prendre la ville de Constantinople. Et là, nous avons Omer, qui est un soldat qui a été un peu enrôlé de force pour la qualité de ses bœufs. En parallèle, il y a notre époque contemporaine, avec là aussi plusieurs personnages, notamment Zena, qui est cet ancien soldat de la guerre et qui s'est reconverti en étant bénévole dans une bibliothèque, où il y a un jeune autiste qui vient lui rendre visite régulièrement. Et puis, on va se retrouver aussi à la toute fin du XXIe siècle, dans un vaisseau spatial qui cherche à fuir un monde qui est sans doute en pleine déliquescence. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce nouveau titre d'Anthony Doerr, La Cité des nuages et des oiseaux? On va voir la vidéo et puis on va parler de l'intrigue, mais l'écriture, le sujet, qu'est-ce qui vous a plu en premier? Je dirais que s'il y a un livre qui peut définir par essence ce qu'est la littérature, eh bien ce livre-là est l'un d'entre eux. C'est vrai que c'est un livre sur notre besoin d'histoire. C'est vrai que c'est un livre sur la façon finalement dont la littérature nous enrichit, dont la littérature nous sort de notre condition d'éphémère et de mortel. Et c'est un livre sur les livres. Il faut savoir que l'intrigue est assez compliquée à poser comme ça, mais tout démarre avec un texte de la Grèce antique qui s'appelle La Cité des nuages et des oiseaux, qui est un des rares romans qui a été écrit à cette époque et qui va traverser les siècles et avoir une empreinte extrêmement profonde sur chacun des personnages. Pourquoi Constantinople? C'est parce que Constantinople abritait la plus grande bibliothèque de la Terre à cette époque, et notamment avec des manuscrits anciens, grecs et romains, qui constituaient le véritable patrimoine de l'humanité. Et après, il y a des traducteurs, il y a des lecteurs. Je dirais, c'est comment finalement nos vies peuvent être changées par un livre. Et finalement, ce livre va traverser les siècles, et c'est pour ça qu'il y a le fil rouge avec tous les personnages et toutes les époques que nous avons évoquées. On écoute Anthony Doerr, et puis on revient ensemble, Francis Geffard, pour évoquer ce livre juste après. The seed for this new novel really was planted while researching this old novel. As many of you know, the walls of Saint-Malo, these 2 kilometers of old walls that encircle the old town,
were this tiny fraction of Hitler's vast, insane, megalomaniacal project to build something called the Atlantic Wall, this series of fortifications that stretched for 2,000 miles. And every text, pretty much every text that I would read about the history of old walls, would mention the land walls of Constantinople, this immense series of fortifications that stretched for 4 miles along the land, plus there were seawalls on 2 sides. They withstood 23 sieges over about 1,100 years, and they allowed the Byzantine Empire to amass insane wealth inside the city, amber and furs and spices and gold and silver and slaves. And among all that wealth, they also accumulated a really powerful book culture. About 75% of the ancient Greek texts that we have, as copies decayed around North Africa and Europe over the centuries, the 75% of those ancient Greek texts survive to this day because of copies painstakingly cared for in libraries in Constantinople until gunpowder arrives in 1453. So the original idea was to tell a story about how does some ancient story that's written down 2,000 years ago ever make it into the hands of readers? And often the walls of Constantinople, that old technology, was really the reason why. I spent months hunting for a text, an old book that I could have fall into the lap of one of my characters stuck inside the crumbling walls of Constantinople, just as gunpowder is about to bring down these walls and allow the spilling of these texts out into the Arab and European intellectual worlds in the 15th century and really form the seeds of the Renaissance. I thought about reinventing a lost play by Euripides or Aristophanes or Aeschylus. So much of their work has been lost. Or even reimagining poems by Sappho, say. Apparently she wrote maybe 10,000 lines of poetry and we only have a few hundred left. But then I learned something fascinating, that novels, prose tales of a certain length, were written in the ancient world. About 1,800, 1,900 years ago, people were actually reading novels. We have about 5 complete ancient Greek novels and the fragments of many others. And one of the writers whose work is lost is Antonius Diogenes, who apparently was quite a playful writer, kind of like the Nabokov or Borges of the ancient world. He really fused myth-making and travel stories and history and ghost stories and romance. He wrote a novel called The Wonders Beyond Thule that may have even involved a trip to the moon, so maybe the very first science fiction novel ever written. As soon as I learned that, I thought, how fun would it be to try to recreate a lost novel by Antonius Diogenes in the spirit of his writing? We have the same initials. I thought, I'm just going to try it and have it tumble down through the centuries into the laps of these characters who really need this story at a certain time in their lives. As I began to try to imagine the journey that any ancient book must go on to survive all the way into the present day, I began to see it as a tale of survival against all odds, a kind of epic fantasy almost. Right around the time I was trying to devise this complicated structure for this novel, I read this book, The Great Derangement by Amitav Ghosh, in which he wondered why so few works of the new millennium, so few fictional works, were addressing the existential threat of climate change. Maybe he wondered the issue was time. Maybe most conventional novels weren't taking on a long enough time span to address all the repercussions of the substantial changes that we humans are wreaking on the natural world. So I knew I had this massive time of technological disruption when the printing press, the compass, and the cannon are all arriving in Europe in the 15th century, demolishing this old structure of walls around Constantinople and allowing the intellectual interests of the ancient world to spill back into Europe. So I began to think, why not also ask questions about the survival of our species at the same time? The survival of human culture and books and the survival of our species became kind of linked in my mind. And I began to see this as a kind of a question about, how does culture survive? How does memory survive over time? Oh, books have been relevant in all of my life. My mom was a school teacher. She taught science, and I'm the youngest of 3 boys. And often she was tired, of course, at the end of the day. And the library was really our third place between home and school, where Mom would go. Mom would sometimes grade papers at the library or grade her tests
And then my brothers and I would just have free reign and run around the library. And I'm so grateful that I had the freedom of those years. Of course, as a kid, you take the library for granted. You think communities just have libraries like trees have leaves. And it's only now as an adult that I've realized that it's human beings that keep the lights on. It's human beings that keep the shelves stocked, that keep the books in print, that it's this wonderful, magnificent, democratic idea that books could be free, that the collective wisdom of our species is available for anybody to go in and just study and then to take home. The idea that you could take public property home to your bedroom and accidentally spill milk on it and read these books late at night is just such a powerful thing all of my life, that you could access these things for free. And so in many ways, the new novel is a tribute to book culture and library culture. I feel like I wanted to try to pay tribute to all those things I had taken for granted as a kid. Un reposoir, dit-il enfin, tu connais ce mot, un lieu de repos. Un texte, un livre est un reposoir, un lieu de repos pour les souvenirs de ceux qui ont vécu avant nous, un moyen de préserver la mémoire après que l'âme a poursuivi son voyage. Alors il ouvre grand les yeux comme s'il contemplait le fond de ténèbres infinies. Mais les livres meurent aussi de la même manière que les humains. Ils succombent aux incendies, aux inondations, à la morsure des vers, aux caprices des tyrans. Si personne ne se soucie de les conserver, ils disparaissent de ce monde. Et quand un livre disparaît, la mémoire connaît une seconde mort. Finalement, ce roman fleuve, c'est un hommage à la littérature ? Bien sûr, c'est un hommage à la littérature, c'est un hommage à la culture, c'est aussi un hommage à la vie. Parce que la force du roman est de montrer combien tout est fragile aussi, bien plus qu'on ne le pense. On est de plus en plus conscients les uns et les autres avec tout ce qu'on a vécu au cours des 2-3 dernières années, que voilà, la fragilité, on avait pu penser qu'elle avait disparu, mais elle est toujours extrêmement, extrêmement présente. Et c'est vrai que la force du livre, c'est aussi de nous amener de l'Antiquité et de nous projeter, parce qu'une partie du roman se déroule au XXIe siècle, à un moment où la Terre est devenue un endroit où on ne peut plus vivre et où l'humanité est à bord d'un vaisseau pour essayer de trouver une planète dans une autre galaxie où tout recommencer. Voilà, et ça, j'avoue que c'est quand même assez bluffant. Une intrigue qu'il est difficile de raconter, et puis d'abord on n'en a pas envie parce qu'il faut laisser le plaisir de découvrir cette écriture. Si vous avez un mot de conclusion pour nous expliquer en quoi ce livre sera l'un des événements de la rentrée littéraire. Alors, il paraîtra un petit peu plus tard. Anthony Doerr viendra en France la semaine du 13 au 20 septembre, pardon, parce que voilà, c'est un auteur maintenant traduit dans je ne sais combien de langues et c'est pas facile de lui mettre la main dessus. Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'il semblerait que cet écrivain ait un talent et une imagination sans limite. Je dirais que c'est vrai que quand j'ai découvert ce manuscrit, ma sensation était proche de ce que j'ai ressenti pour les Motley, mais dans des termes très différents. L'étonnement, la sidération. Comment quelqu'un arrive dans sa tête à bâtir quelque chose d'aussi vaste, d'aussi complexe. Je dirais, c'est un livre, je dirais qu'on ne devrait pas être en mesure de pouvoir écrire des livres comme ça. C'est une boutade, mais voilà, je dirais qu'il est très difficile de dire... ce livre est un chef-d'œuvre. Eh bien, je crois que pour celui-là, on peut dire ça. Ce livre est un chef-d'œuvre. Et pour aller dans votre sens, le San Francisco Chronicle avait écrit « La cité des nuages et des oiseaux ne ressemble à aucun autre livre que vous ayez déjà lu ». Et je précise que ce roman est traduit de l'américain par Marina Borasso et le livre de Leila Motley était traduit par Pauline Loquin. Merci beaucoup, Francis Geffard.